Allez, bonjour à tous. Alors, tant pis Bonsoir à pour les tous. retardataires, ils arriveront en cours de route. Bienvenue dans ce live dédié à une question éminemment importante pour vous tous et vous toutes qui envisagez de passer le CRPE, a priori pour la plupart d'entre vous l'année prochaine. Quel est le rôle d'un professeur des écoles? Quel est son rôle historique? Quel est son rôle aussi au quotidien? Quel est son métier? Quelles sont ses contraintes? On va essayer de prendre une grosse heure pour y répondre avec vous. Y répondre, c'est aussi vous présenter des éléments qui nous semblent importants, mais également de répondre à vos questions. Donc, ce live se veut évidemment interactif. Vous avez la possibilité de poser vos questions par chat. N'hésitez pas à les poser. Moi, j'aurai un rôle pendant une grande partie du live de modérateur, c'est-à-dire que je prendrai les questions et je les poserai à notre formateur Guillaume qui animera ce live. Je les poserai en temps voulu. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions que vous pouvez avoir en tête concernant le rôle du professeur des écoles. C'est important que vous sortiez d'ici avec les réponses à toutes vos questions. Je vais me présenter rapidement quand même. Je m'appelle Robin Mort, je suis directeur de vocation CRPE, Institut de préparation au concours de recrutement de professeurs des écoles. Je vous parlerai un petit peu de vocation CRPE en fin de live, mais évidemment, ce n'est pas le sujet principal et je laisserai à Guillaume le rôle principal. Je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Mélina, qui travaille avec moi. Certains et certaines d'entre vous lui ont sûrement déjà parlé pour se renseigner. Elle sera avec vous pour échanger au début du live par chat. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous individuel avec elle pour poser vos questions un petit peu plus personnelles, un petit peu plus précises aussi, des choses qui peuvent sortir du cadre de ce live-là. Donc, le lien va être mis sur le chat. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous pouvez sélectionner un créneau et c'est avec plaisir qu'on pourra vous répondre. N'hésitez pas aussi à nous mettre dans le chat des éléments importants pour nous. Alors, les éléments importants, c'est quoi? C'est votre profil. Est-ce que vous êtes dans un projet de reconversion ou est-ce que vous êtes encore étudiant ou étudiante? Quelle académie vous passez? Évidemment, c'est important pour nous aussi. Est-ce que c'est la première fois ou pas que vous passez le CRPE? Voilà, n'hésitez pas à nous mettre tout plein d'éléments sur vous parce que déjà, ça permet de vous connaître un petit peu plus, c'est plus agréable. Et ça permet aussi pour Guillaume, pour Mélina, pour moi, de pouvoir de temps en temps préciser un petit peu notre propos en fonction des grandes tendances qu'on voit. Et évidemment, n'hésitez pas en plus à nous poser toutes vos questions. C'est important que ce soit un live interactif et que nous, on a des choses à vous dire, mais on a aussi des réponses à vous apporter sur des questions que vous vous posez. Je vais arrêter là pour l'instant. Je vais laisser la parole à Guillaume qui va se présenter et puis aussi vous parler de ce qui nous intéresse ce soir. Quel est le rôle du professeur des écoles? Merci Robin, bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai du mal à cacher ma satisfaction ce soir pour vous parler du rôle professeur des écoles, en étant professeur des écoles moi aussi en temps partagé, dans une grande section en REP+, dans les quartiers nord de Marseille, et aussi en INSPE, puisque j'interviens comme formateur auprès de M1 et de M2 du parcours MEF. Alors, pour nous ce soir, assez rapidement, et bien entendu, n'hésitez pas à poser toutes les questions par le chat. Donc, Robin se chargera d'être le modérateur. On a plusieurs points au programme de ce soir. Tout d'abord, j'aimerais vous faire un rapide rappel sur l'étymologie, avant de se demander le rôle du professeur, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, le cadre dans lequel il exerce, etc. Faire un premier rappel, une présentation de l'étymologie, pour savoir d'où l'on parle, d'où vient cette notion. Ensuite, vous présentez les définitions, le cadre et des éléments qui vous diront sans doute des choses, peut-être des éléments un peu moins, c'est aussi l'intérêt du cours de ce soir. Et puis ensuite, sur la présentation, on entrera peut-être davantage dans les aspects concrets, puisqu'on a choisi pour ce soir de balayer assez rapidement, de penser à répondre à vos préoccupations, mais je me permets de rappeler, et j'insiste plus là-dessus, que malgré les éléments que je choisis de vous présenter ce soir, il y a fort à parier qu'une préoccupation en appelant une autre, je ne puisse pas répondre d'avance à toutes les questions que vous vous posez. C'est la raison pour laquelle on choisira 10-15 minutes avant de répondre aux questions que Robin filtrera.
Alors, ce qui est intéressant de savoir, le fait de l'anecdote, en quelque sorte, le fait qu'en 1337, on écrivait professeur de cette manière, c'est le fait que ça vient du latin, on pourrait s'en douter vu l'histoire de notre langue, qui signifie déclarer ouvertement, et que de là, cette définition, ce mot, a donné ensuite l'idée de faire profession d'eux comme offrir, comme proposer ou s'engager. Offrir donc, la profession d'eux, un petit peu comme pour prendre un peu un thème d'actualité sur les professions de foi que l'on reçoit en toute logique avec les élections qui se déroulent en ce moment. Donc voilà, c'est la même racine. De là, toujours le latin, donc de profiteri, on est passé à professor, donc celui qui se déclare expert dans un art ou une science. Donc ça veut dire que professeur des écoles, il y a un côté quand même d'expertise qu'on attend et pour lequel on vous préparera. Ce qu'on a repris ensuite pour celui qui enseigne, il est de l'enseignant pour un art ou pour une science. Alors, pourquoi on a choisi cette présentation étymologique? Eh bien, c'est deux éléments, de mon point de vue, qui ressortent. La notion de rapport au savoir, le fait qu'on doit quand même maîtriser un certain nombre de choses pour enseigner. Et puis, dans l'idée de la déclaration, de l'expertise, de la proposition, le rapport à la parole, aux aspects du langage, puisque même avant d'avoir suivi la formation chez nous, et quand vous irez en classe, eh bien, vous verrez que l'enseignant parle beaucoup, peut-être un peu moins que moi ce soir, mais là, c'est le jeu. Et donc de ce geste-là, c'est un des gestes professionnels et que l'étymologie nous enseigne, nous communique. Alors pour les définitions, je m'appuie ici sur le dictionnaire de l'Académie française et on voit qu'on en a plusieurs qui vont progressivement nous ramener, rassurez-vous, au cadre qui nous intéresse ce soir, professeur des écoles. On retrouve bien entendu la notion de celui ou celle qui transmet un savoir, en général, qui dispense la connaissance d'une discipline, d'une science ou d'un art. On a aussi le titulaire d'un concours d'enseignement. Et ça, on peut quand même le rappeler, indépendamment de notre préparation et notre présentation ici, c'est le fait que n'est pas professeur qui veut. Il ne s'agit pas de se déclarer professeur, mais il y a une reconnaissance administrative, une sorte de certification qui passera par l'obtention, par la réussite à un concours, pour nous, professeurs des écoles, le CRPE. L'édition de l'Académie française parle du professeur des écoles, donc reçu à un concours donnant le droit d'enseigner dans les écoles primaires. Et en prenant donc cette définition et en l'intégrant, j'ai bien entendu pensé à vous pour ce soir. Pourquoi? Parce que ça me paraît intéressant, en guise de présentation, de vous sensibiliser déjà à la distinction, au rapport entre école primaire, école maternelle et école élémentaire. Alors, je laisse comme ça le point en suspens. Est-ce que quelqu'un a la réponse ou pense avoir la réponse et pourrait faire la différence entre donc, ces trois instituts, école primaire, école élémentaire, école maternelle? Je vous laisse alors le soin de réagir dans le chat et on verra, Robin, si quelqu'un a trouvé ou si c'est une vraie question, parce qu'on n'est pas à l'abri que cette question-là soit posée au concours, on y reviendra. Ça peut être une question de concours. N'hésitez pas à poser vos hypothèses de réponse dans le chat. C'est voilà le but. Je poursuis, pardon. Et puis alors on a au sens figuré, dernier élément, la personne qui va prôner une idée, un point de vue, une doctrine, qui va chercher à l'imposer, à l'inculquer aux autres, ici sur un côté beaucoup plus péjoratif. Il est évident que ce n'est pas le point de la définition sur laquelle on s'attardera. Mais là, si on avait tout à l'heure l'idée de connaissance et l'idée de parole, on a ici la notion de concours, de certification, et qui va ensuite nous permettre d'aborder une sorte de cartographie d'une école type, des différents rapports et des différentes personnes avec lesquelles nous travaillons en école, alors primaire, maternelle, élémentaire. Je laisse le suspense dessus. Alors, au niveau des catégories, on a des éléments qui ne nous concernent pas directement, pour nous, professeurs des écoles, quoique, je pourrais y revenir, distinction de professeur certifié et ou professeur principal. Donc là, c'est au niveau du collège. Vous avez, donc, au niveau du collège, on peut trouver aussi les professeurs agrégés, donc deux concours différents, professeur certifié lauréat du CAPES, professeur agrégé lauréat de l'agrégation.
avec le slash professeur principal, parce que là, c'est une fonction administrative. Donc, je dis qui concerne les collègues de collège et lycée. J'en parle très rapidement parce que pour me permettre de recentrer, non pas professeur, ensuite professeur des écoles, mais parce que c'est peut-être toujours intéressant d'avoir un petit peu quelques idées, ne serait-ce que vagues, du milieu, peut-être plus complet dans lequel on se situe. On trouve ensuite la notion de professeur des universités, donc le plus haut grade de l'enseignement. En université, un professeur étranger peut être un professeur associé quand il a des diplômes auprès de d'autres pays. Et j'arrêterai là la présentation comme ça sur les éléments de définition. Voilà. Robin, est-ce que quelqu'un a trouvé ou est-ce qu'il y a une autre Alors, question? il y a pas mal de réponses convergentes, effectivement. Ah, Par exemple, alors je l'ai fait un petit peu linéairement. On a Caroline qui nous dit école maternelle cycle 1, école élémentaire cycle 2 et 3. Une autre personne, école primaire cycle 2 et 3 du CP au CM2. Arthur qui nous cette même personne, Carole, nous dit école maternelle cycle 1. Arthur qui nous dit école élémentaire, c'est le lieu des enseignements élémentaires, donc le cycle 3 et un morceau du cycle 2, pardon, et un morceau du cycle 3. Et puis voilà, je crois que toutes les réponses sont un peu convergentes à ce niveau-là. d'accord. Alors, dans ce que j'entends, alors il me semble que il y a beaucoup d'éléments corrects. L'idée, alors je dirais que ce n'était pas une question piège, mais qui peut être posée pour les distinctions. Je viendrai après professeur des écoles. En fait, l'école primaire comprend l'école maternelle et l'école élémentaire. Donc, école maternelle, cycle 1, école élémentaire, cycle 2 et cycle 3, et l'école primaire, c'est l'ensemble des 3 cycles. Donc, ça veut dire que quand vous parlerez de stage, après à l'oral, et on aura bien entendu l'occasion de travailler là-dessus à la rentrée, mais c'est-à-dire que on pourra bien entendu dire qu'on a fait un stage en école primaire ou en école maternelle, en école élémentaire, tout en sachant bien la réalité qu'il y a derrière, et de ne pas prendre l'un pour l'autre, de ne pas faire de confusion, école primaire et école élémentaire, par exemple. Alors, pour nous, on arrive donc maintenant très bien au cœur, je dirais, de l'intervention du professeur des écoles, avec cette petite carte mentale que j'aimerais vous présenter, mais j'ai choisi de ne pas la présenter depuis le PowerPoint, de manière à vous montrer progressivement les éléments. Voilà, donc je vais couper mon partage d'écran, ouvrir une autre application. N'hésitez pas, le temps que Guillaume partage sa carte mentale, à poser vos questions. Moi, je suis aux aguets, je les mettrai de côté. Et puis, on passera du temps pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Alors là, c'était effectivement l'introduction, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, donc vous retrouvez, donc là, vous n'avez, Robin, tout le monde voit bien? Me confirme que… Oui, moi aussi, je vois bien. C'est que Ouais. les autres, je pense, ouais. D'accord. Donc, le cœur, donc l'intervention, professeur des écoles. Et là, alors après notre distinction et les logos, donc l'école primaire qui comprend maternelle et élémentaire, on fera attention là aussi à ne pas mélanger les termes de professeur des écoles et d'instituteur. Ou là aussi, voilà, à l'oral, ça pourrait être un petit peu embêtant. L'enseignant professeur des écoles, lauréat d'un concours, qui peut donc enseigner dans toute l'école primaire, c'est-à-dire école maternelle et école élémentaire. C'est le même concours pour ces deux types d'établissements. Alors, dans un premier point, avant, je dirais, de détailler les branches vertes, j'ai d'autres points bleus qui vont nous permettre là aussi de partir d'assez loin, mais qui sont non seulement importants pour le métier en lui-même, et puisqu'ils sont importants pour le métier, ils risquent de faire l'objet de questions, de points à traiter dans le cadre de la préparation au concours. Et c'est la raison pour laquelle je choisis d'aller les chercher en haut de ma carte mentale pour que progressivement à l'écran, on arrive à y voir un peu plus clair. Donc après cette distinction professeur des écoles et instituteur, il y a un premier quand même gros bloc qui est un élément de valeur. Élément de valeur pour ce que l'on appelle, et je pense que vous avez entendu, vous connaissez l'expression des valeurs de la République.
on en a malheureusement entendu parler d'une actualité peu réjouissante. Valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect d'autrui, d'autres éléments que nous creuserons et que nous aura l'occasion de travailler, je dirais, beaucoup plus spécifiquement dans le cadre de la préparation à l'épreuve de motivation et de projection au métier de professeur des écoles. Donc ces éléments comme ça de valeur rappellent quand même l'importance et le cadre dans lequel le professeur des écoles, fonctionnaire d'État, doit travailler, les valeurs qu'il doit communiquer, valeurs qu'il doit travailler avec ses élèves. Il y a un autre élément, un autre bloc, je dirais ici en bleu, qui est important d'avoir en tête, je dirais deux notions, une notion d'espace et conjointement une notion de temps. Alors, l'espace et le temps, pourquoi est-ce qu'on choisit ces deux points très importants? Eh bien, l'espace, c'est la partie de la géographie dans le sens de, pas de la matière à l'école, mais dans la notion d'organigramme, de se dire dans quel espace nous travaillons, quel est le nombre de classes dans lequel on travaille, puisqu'on peut très bien être affecté dans une école qui comporte 2, 3, 4, 5 classes, voire plus, avec des directeurs plus ou moins déchargés. On pourra y revenir peut-être dans les questions. Il est important, en tant que professeur des écoles, d'avoir un aperçu des questions et des thèmes qui nous attendent. Je vais entrer dans le détail un peu plus tard. Mais c'est aussi important d'avoir en tête l'organigramme du système dans lequel on travaille, l'organigramme du ministère de l'Éducation nationale, avec les aspects hiérarchiques, les circonscriptions, les inspecteurs de l'Éducation nationale, les IEN. Et c'est aussi important, donc là pour l'espace, aussi important en termes de temps, pour savoir dans quel ensemble on se situe et quelles sont les grandes étapes de l'histoire du système scolaire. Quelles sont les grandes lois qui font que nous travaillons ensemble quelles sont les grandes lois qui font que le système scolaire que nous connaissons est celui d'aujourd'hui. Eh bien là aussi, peut-être que certaines lois que vous avez en tête, peut-être pouvez-vous les proposer sur le chat et elles feront l'objet, là aussi, encore une fois, d'un élément plus approfondi pour que à la fois les valeurs, le cadre, donc l'organigramme façon système éducatif et de brefs éléments historiques puissent vous aider à vous situer, à vous placer tout de suite dans la perspective du futur professionnel que vous serez par la suite. Alors après ces notions, professeur des écoles, des valeurs, de l'espace et du temps, on se recentre petit à petit là, sur des éléments de plus en plus concrets, avec un ordre, il faut bien en prendre un, sur la notion d'école. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je me permets de rappeler rapidement parce que ça peut faire l'objet de questions pour des gens qui s'intéressent à la profession. En tant que professeur des écoles, vous pouvez être amené à travailler en école maternelle et en école élémentaire. Donc forcément l'école primaire, mais là, on a vu tout à l'heure que ça englobe ces deux réalités. En matière de choix, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, donc dans le doute, j'indique, vous choisissez l'école en faisant des vœux. Et là, en fonction de système donc dans lequel je n'entre pas ce soir, mais que j'indique très rapidement, en fonction de votre ancienneté, l'ancienneté dans le poste, dans l'école, la zone dans laquelle vous travaillez, si vous êtes en REP+, etc., vous accumulez un certain nombre de points qui fait que vous pouvez maximiser vos chances pour être dans une école en particulier ou dans un groupement d'écoles, remplaçant, adjoint, etc. Donc l'école, là, dans le sens physique, elle fait appel aussi à deux autres entités. Mon arborescence ne va pas au-delà, vert, jaune, et après on passe à un autre thème. Ça veut dire que l'école, on aura un rapport particulier, un rapport relativement étroit avec la mairie, avec le personnel municipal et avec d'autres partenaires aussi dans l'école, puisque vous voyez progressivement, et j'espère vous convaincre à l'issue du live de ce soir, que le professeur des écoles, c'est tout sauf quelqu'un qui est isolé, qui est seul dans sa classe. Donc au niveau de l'école, personnel municipal, alors
là aussi, un peu avec des éléments quand même pour clarifier, en entrant suffisamment dans le détail pour être clair, mais pas trop non plus. Se dire que la mairie ne va pas intervenir sur ce qui est programme, sur ce qui est salaire des enseignants, avancement, mutation, etc. Elle interviendra au niveau des locaux, au niveau de l'utilisation, au niveau de la gestion du personnel municipal, le personnel d'entretien, pour les agents qui vont aider les collègues en école maternelle, les ATSEM, que vous avez peut-être vu ou connus. Donc voilà, pour le personnel municipal, à titre d'exemple, je rappelle qu'au collège, c'est le département qui s'occupe de rapport de l'entretien des bâtiments, pour le dire assez vite, et pour les lycées, ce sont les régions. Donc voilà, là aussi un échelon, et le fait que, eh bien d'avoir un peu cette vision, je dirais un peu globale du système éducatif, peut vous aider là, à vous situer, même si vous ne vous destinez pas à enseigner dans ces unités-là. Donc l'école, la mairie, je viens d'en parler. Les autres partenaires, oui, parce que à l'école, on peut très bien travailler, faire intervenir des associations, d'autres personnels à condition, là aussi bien entendu, que des accords soient passés. Vous verrez comme pour les conventions de stage que vous aurez avec nous, vous ne pouvez pas aller dans une école comme ça, sans convention, sans rien. Après, les choses sont encadrées. C'est la même chose pour les professionnels que vous serez qui souhaitent travailler ou faire intervenir quelqu'un dans le cadre d'un projet, par exemple, de classe ou d'école. Dire aussi sur l'école, c'est que donc vous pouvez choisir relativement l'école dans laquelle vous allez exercer, je l'ai dit par rapport à la question de la mutation. Ensuite, la question du choix de la classe peut se poser aussi, ça peut être une des questions que les débutants ou les personnes qui entrent en formation se posent. Alors, globalement, généralement, les accords, le directeur essaie de faire en sorte que la démarche soit la plus consensuelle possible. C'est lui qui est le responsable de l'organisation pédagogique de l'école. Mais dans les faits, très souvent, l'accord se fait, c'est à l'unanimité ou parfois par règle d'ancienneté. C'est-à-dire les premiers arrivés sur l'école sont ceux qui choisissent et ceux qui arrivent après en cours de route prennent les niveaux restants. Le choix du niveau reste ensuite le choix du matériel. Est-ce que dans ma classe, et avec la liberté pédagogique aussi comme valeur, est-ce que les éléments signifient que je suis libre de travailler avec ce que je veux comme matériel? Eh bien là, oui, dans le sens de la loi. Et alors, je ne dis pas oui en théorie, non en pratique, hein, c'est pas ça, je dois finir ma phrase. Oui, vous avez cette liberté pédagogique, et ce qui peut être embêtant, c'est les aspects financiers. Imaginons que là, et après je passe à un autre élément, à la rentrée, je reste dans mon école, et si je veux telle méthode pour le français, telle méthode de maths, tel matériel pour les activités sportives, etc., financièrement, ça va coincer. Donc là aussi, il faudrait s'adapter avec des choses que l'on aimerait intégrer. Donc voilà sur l'école. Je me permets de vous rappeler de ne pas hésiter à poser des questions dans le chat avant que je change de Et ligne. d'ailleurs, on a une question, on en a même deux. D'accord. Une première question de Lily qui nous demande la différence entre instituteur et professeur des écoles. D'accord. Eh bien, c'est peut-être pour un peu comme la différence entre le franc et l'euro. C'est-à-dire, alors après, on va très, très vite, mais je réponds. Disons, il y a des chances que, selon votre âge, vous n'avez pas connu le franc. Moi, je prendrais presque le pari que vous n'avez pas connu les instituteurs. Instituteurs, on a arrêté de les former au tout début des années 90. Alors, la différence, c'est qu'au niveau des rémunérations, on n'a pas juste un changement de nom, il y a eu un changement de diplôme qui fait qu'on arrive maintenant à des professeurs des écoles à Bac+5. L'idée d'une formation qui s'est universitarisée progressivement, ce qui n'était pas le cas pour les instituteurs. Et l'idée a été aussi d'aligner les grilles indiciaires et les
et progression de carrière, un peu à la manière des professeurs des collèges et des lycées. Je dis un peu et je finis là-dessus, parce que si je vous ai dit qu'on a arrêté de former des instituteurs au tout début des années 90, eh bien, les professeurs des collèges et lycées pouvaient progresser au niveau des grilles indiciaires, classe normale, hors classe et classe exceptionnelle. Et la classe exceptionnelle pour les professeurs des écoles n'existe que depuis 2017. Donc voilà, c'est une conquête qui fait qu'il y a encore des éléments manquants, mais voilà. Donc maintenant, il reste peut-être encore quelques instituteurs, voilà, officiellement, mais de dire à un jury que l'on aimerait être instituteur ou qu'on a été avec les instits, etc., lever du côté péjoratif, il y a un côté anachronique qui pourrait agacer. Et merci beaucoup. On a une deuxième question de Marine. En fait, c'est deux questions en une. Donc vous avez indiqué que le professeur des écoles intervient du cycle 1 au cycle 3, mais est-ce qu'il enseigne aussi en SECPA ou ULIS? Et deuxième question, est-ce que l'enseignant dépend du même espace, circonscription, collège, directeur d'école? Euh, alors, je suis malheureusement toujours, enfin, pas assez doué pour faire ces deux choses en même temps. Je vais répondre à la première question Oui, et je vais oui, vous oui, demander pardon. de reprendre. Non, c'est pas grave. Alors, enfin, il faut que j'arrête de dire très bonne question parce que c'est très, très pertinent. Et ça montre, voilà, je pense à chaque fois, le fait qu'on est bien écouté et puis les espaces dans lesquels vous vous projetez. Première question, professeur des écoles, effectivement. On peut aussi, tout à fait, c'est le piège d'aller vite, on peut aussi enseigner en dehors de l'école primaire, SECPA, hôpital, prison, voire à domicile, etc. On peut enseigner voilà, aussi avec auprès de publics comme ça particuliers. Alors, là aussi, deux choses, à condition de passer une certification, un autre diplôme pour lequel vous avez besoin de plus d'ancienneté et après d'obtenir un poste. Que ce soit, il vous faut le diplôme. Donc, je ne parle pas du concours professeur des écoles, hein. Une fois professeur des écoles, il vous faut une certification supplémentaire et il faut qu'il y ait un poste en SECPA, dans une classe après ou spécialisée, hôpital ou prison. Moi, ça a été mon cas en SECPA, donc j'ai fait un remplacement. Pourtant, je n'avais pas la certification, mais on avait un collègue absent, c'était l'affaire de quelques semaines, et voilà, j'ai eu cette chance-là, donc oui, oui, tout à fait. Il y a très peu de chances que ce soit votre cas juste après la formation, mais techniquement, juridiquement, c'est possible. Il y avait une deuxième question, Robin. Oui, alors l'enseignant dépend-il du même espace, entre parenthèses, circonscription, collège, directeur d'école? Euh, Alors, alors, l'enseignant, donc nous, on se recentre sur le professeur des écoles. Et pourquoi je veux recentrer? Parce que ce n'est pas tout à fait la même ligne hiérarchique avec le professeur des écoles, le professeur de collège et de lycée. Professeur des écoles, il y a un élément, alors je vais essayer de ne pas faire de doublon sur ce que j'allais dire ensuite. Le directeur, ce n'est pas le supérieur hiérarchique de l'enseignant, du professeur des écoles, alors que le chef d'établissement, oui. Déjà, on passe, et après je continue la réponse, distinction entre, quand on va dire le chef d'établissement, le chef et le directeur. Donc ça aussi, question concours. Donc on vous donne maintenant en bonus, est-ce que le directeur d'école est votre supérieur hiérarchique? Réponse non, alors qu'on pourrait penser que. Donc la ligne hiérarchique pour le professeur des écoles, c'est l'IEN, l'inspecteur de l'éducation nationale, comme pour le directeur d'école, et puis ensuite la direction académique, le rectorat, etc. Si c'est voilà, dans le sens de l'espace, si j'ai répondu à la question, je ne sais pas s'il y en a une autre, Robin, euh, avant de... on va en prendre deux dernières, allez, et ensuite on va avancer pour pas. De toute façon, il y a un moment question-réponse après. Élise qui nous demande au bout de combien de temps on obtient la certification. Je pense qu'on parle de la certification pour SECPA ou ULIS. Alors, il faut passer l'examen de mémoire, c'est 5 ans de titularisation. D'accord. Et une dernière question de Lily, comment ça se passe en UPE2A? Alors, à ma connaissance, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez la certification
l'idée après pour intégrer, pour avoir encore ce genre de poste-là. C'est le même principe. Encore une fois, ce sont bien entendu des certifications différentes, mais c'est le même esprit. Merci beaucoup. Guillaume, je prendrai les questions en cours de route. On prendra un autre moment. Merci, ça marche. Alors, je poursuis. Eh bien, ces éléments m'ont permis voilà, de passer donc, au point suivant où je voulais vous parler des aspects hiérarchiques. Donc, puisque ça a été fait, je peux avancer. Ça nous permettra de détailler d'autres points ou de garder après un peu d'éléments pour les réponses à vos questions. Peut-être assez rapidement, parce que là aussi, c'est voilà, très bien qu'il y ait les questions des éléments qui fusent, mais on joue le jeu de ce format d'1 heure. Sur la notion de voilà, d'hiérarchie, il y a tout un point aussi qu'on abordera l'an prochain sur les droits et les obligations des fonctionnaires. Pour voilà, ce que l'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire, le droit de réserve, la neutralité du service public, la laïcité, etc. Tout ça fait l'objet du cours de toute façon pendant l'année. Voilà, de cours. Ensuite, donc un peu, alors je dirais après sur cette partie un peu magistraux, un peu comme ce soir. Mais pourquoi un peu magistraux? Parce qu'ensuite, sur des groupes plus réduits, peut-être Robin, on en parlera un peu plus tard, dans des groupes plus réduits, on se met en groupe, donc avec des effectifs plus réduits, pardon. L'idée est de vous mettre en groupe et de vous proposer notamment des cas pratiques, après sur des mises en situation, justement dans ce que vous pouvez vivre en tant que professeur des écoles, mais en plus et surtout dans des mises en situation que le jury peut vous proposer comme ça du tac au tac, sans que vous ayez beaucoup de temps pour réfléchir à la réponse. Donc, j'enchaîne. Après la hiérarchie, il y a quand même un élément que l'on ne peut pas, qu'on ne va pas enlever, c'est les collègues. Le fait que vous travaillez en équipe. Donc des collègues qui sont professeurs des écoles comme vous, donc là sur les niveaux, donc petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 pour un découpage de classe qui n'a pas dû trop changer et qui doit, à mon avis, je prends le pari, qui reprend le système que vous avez connu en tant qu'élève. Donc ça, là-dessus, ça n'a pas bougé. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des travaux qui se font en équipe et que c'est une des compétences, notamment, du professeur des écoles de pouvoir s'intégrer à des projets, de pouvoir échanger lors de réunions avec ses collègues, soit avec tous les maîtres de l'école, soit au niveau des cycles, quand on parle de conseil de cycle, et bien pour notamment suivre les progrès des élèves et voir avec les collègues comment on peut les aider à progresser, ce que l'on peut proposer pour les élèves en difficulté à l'échelle du cadre qui nous dépasse, c'est-à-dire le cadre qui dépasse notre classe. Après les collègues, je voulais aussi, donc là, vous présenter le directeur et la directrice. Et vous n'avez, j'espère, vous n'avez pas vu que sur la présentation, sur la vignette du diaporama, j'avais mis au même niveau, collègue, directeur donc, ou directrice, bien entendu, pour là aussi vous permettre de retenir cette idée d'absence de hiérarchie. C'est peut-être une des représentations que vous auriez pu avoir ce soir. Le fait que le directeur, alors comment arrive-t-il ici? Là, ce n'est pas une certification qu'on va exiger au bout de 5 ans. Ça peut être fait avant. Le directeur passe, enfin le candidat, le professeur des écoles. Donc, je fais une petite parenthèse, peut-être vous le savez, c'est une porte ouverte, mais je préfère. Le directeur ou la directrice, c'est un professeur des écoles qui a obtenu un poste de direction après les opérations de mutation dont je parlais tout à l'heure. Mais pour pouvoir postuler sur cette fonction-là en tant que directeur d'école, il faut avoir pu s'inscrire ou être inscrit sur une liste d'aptitudes. Et pour être inscrit sur la liste d'aptitudes, il faut passer un entretien après que notre IEN ait donné son feu vert. Donc, quelquefois, c'est pour aux environs d'octobre ou novembre, vous candidatez. On vous propose de passer un entretien janvier-février. Vous êtes admis sur cette liste ou non, et ensuite, une fois admis, vous pouvez postuler pour prendre la direction d'un établissement. Après donc les rapports, donc là aussi sur l'équipe, vous voyez, oui. Le coup, Guillaume, parce qu'il y a une question qui est très contextuelle. Arthur demande si c'est une formation en institut en plus, ça.
Alors, formation, pourquoi? Pour être directeur d'école? C'est ce que je comprends. Arthur va nous confirmer. Alors peut-être entre-temps, voilà, alors je vais la poser peut-être d'une autre façon et pour y répondre. Est-ce que on se retrouve quand on postule et quand on est directeur d'école à la rentrée, est-ce qu'on a été formé auparavant? Réponse oui. Attention, c'est pas une certification, vous avez fait un stage. Donc là, de 3 à 4 semaines à la fin de l'année scolaire qui précède votre prise de fonction. Et ensuite, alors je reste vague parce que ça peut dépendre des académies, des départements des académies, mais vous avez, oui, un stage qui fait que vous êtes sensibilisé à une première prise en main à la fin de l'année scolaire qui précède votre prise de poste, et le stage continue ensuite, de manière un peu plus morcelée, lors de votre première année de prise de poste. Sans compter voilà, ensuite les référents et les autres personnes ensuite d'aide que vous pouvez contacter, mais voilà. Donc voilà, pour la direction, il y a un point qui je regarde le temps en même temps, qui peut accessoirement nous intéresser, sur lequel on finira, c'est la question des élèves, accessoirement, parce que voilà, on imagine difficilement l'enseignement sans les élèves et aussi, dernier élément de l'arborescence, sans les parents. Donc, je parle rapidement des parents, je viens ensuite sur les élèves et sur l'aspect un peu plus technique de la classe. Donc, pensez aussi, qui dit école, professeur des écoles, dit tout ça. Donc, j'espère que maintenant, vous voyez plus clair dans l'arborescence et de ne pas oublier, avant les élèves, on va en parler, oui, il y a cet aspect de parents et cet aspect de communication. Donc, premier élément aussi qui est intéressant d'avoir en tête, c'est la notion d'accueil. Alors, peut-être que parmi vous, j'ai de jeunes parents qui ont leurs enfants scolarisés à l'école maternelle. Peut-être que parmi vous, j'ai peut-être aussi de tout jeunes parents qui ont leurs enfants scolarisés à l'école élémentaire. Je fais attention à ne pas me tromper. Et vous voyez que là aussi, un peu, je dirais pour ça, c'était le cas aussi pour ma génération, que l'entrée et la sortie ne se gèrent pas de la même façon. Que pour la maternelle, vous accueillez sous le contrôle des candidats qui sont parents. Pour la maternelle, vous laissez vos enfants, vous les accompagnez jusque dans la classe, vous les récupérez en classe et pas pour à l'école élémentaire. Donc levé de ça veut dire que pour la communication, eh bien, c'est plus facile et beaucoup plus régulier à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire. Il n'empêche, on doit quand même aussi, dans la mesure du possible, les associer. Créer un climat de confiance, non seulement en direct, mais par l'intermédiaire du travail que l'on propose à leurs enfants. Alors, pour le travail avec les enfants, pour les élèves, il y a beaucoup d'éléments aussi. Tout un aspect, alors, je veux bien distinguer les notions d'amont et d'aval. C'est-à-dire d'amont pour ce qui se fait avant, globalement, le travail avec les élèves in situ, c'est-à-dire les aspects de préparation. Donc là aussi, de voir que les domaines, globalement, je pense, restent inchangés par rapport à ce que vous avez connu. Donc oui, on a nos 3 cycles, le cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Globalement, pour la maternelle et l'élémentaire, des éléments de français, de maths, de sciences, d'histoire, de géographie, d'enseignement artistique, pour le dire très vite sur ces matières-là. Ce qui fait que le professeur des écoles tire un profit de sa polyvalence. Il est généraliste, à la différence du collègue qui est en collège ou en lycée, qui lui se spécialise sur une discipline en particulier. Donc en amont, ça veut dire que, après ces matières-là, il s'agira de tenter de bien réfléchir et de penser à la préparation de la classe. On ne peut pas arriver face aux élèves en se demandant ce que l'on va faire, ce que l'on va leur proposer, en improvisant. Parce que peut-être on peut le faire, mais si on le fait une fois, on ne le fait pas deux. On le paye assez cher, on le paye rapidement. Et l'idée, vraiment, dans la préparation, sur après des matières diverses et variées, c'est de bien prendre un peu à la lumière de ce soir, de partir de loin et voir des éléments phares pour arriver après à bien préparer, pour le faire plus vite,
et mieux que si on découvrait les matières ou le travail au jour le jour. On peut difficilement, et j'arrêterai l'exemple là-dessus sur la préparation, techniquement, oui, arriver, on ouvre le livre dans le cas d'un remplacement, on imagine on voit dans le cahier que les élèves ont fait l'exercice 3 de la page 27. Bon, on peut peut-être se dire qu'après l'exercice 3, le bon sens nous commanderait de faire l'exercice 4 et que peut-être le 5, et puis on pourrait faire le 6 le lendemain, etc. La question, c'est, en raisonnant comme ça, quelle est la valeur ajoutée de l'enseignant? Quel est l'intérêt d'une présentation comme celle de ce soir, avec la masse des informations, et quel est l'intérêt de former les gens comme on le fait, pour que aucune valeur ajoutée ne soit proposée avec ce que quelqu'un qui ne suit pas la formation pourrait faire. Et nous, on vous aidera justement à dépasser ça. C'est pas de s'interdire d'enchaîner l'exercice 4 à l'exercice 5, pas du tout, mais de le faire sous certaines conditions et de ne pas s'interdire de faire autre chose pour le faire mieux dans l'intérêt collectif de nos élèves et puis du vôtre aussi en tant qu'enseignant. De votre intérêt, et puis après je continue un peu sur la classe, ça veut dire aussi que ces éléments sont bien entendu au cœur du projet de formation sur lequel on se penchera ensemble, mais il y a aussi un aspect qui vous intéressera peut-être encore plus, je dirais particulièrement, quand l'année prochaine, nanti du CRPE, vous pourrez suivre avec nous un stage de post-admission pour vous aider là aussi encore plus concrètement au niveau de la prise en main de la classe. Il y a au niveau des parents, et après je finis sur les élèves pour qu'on se garde un temps de questions-réponses, des aspects peut-être en allant vite, j'allais dire tout bête, mais oui, pour la réunion de parents, par exemple. La réunion de parents à la rentrée, c'est un point qu'il est très important de mesurer, de jauger et de préparer, parce que, et bon, sans après employer un vocabulaire peut-être que je maîtrise un peu moins d'autres univers, mais il y a des aspects quand même de communication qui se jouent, qui sont fondamentaux sur certains points, et que, bien, selon l'image que vous allez donner, selon ce que vous allez faire, vous aurez beau, avec ça, travailler, faire des préparations et du travail de grande qualité, s'il y a des éléments qui ne ressortent pas à certains moments de l'année, eh bien, vous risquez, ça peut être embêtant. Mais on continue, on revient sur les notes positives après la préparation. Donc, en amont, sur des éléments à gérer, parce que vous avez eu connaissance de votre classe avant la rentrée. On espère après un sauf cas à la marge. Ça veut dire après que dans l'action, eh bien, en fonction des disciplines, on travaillera ensemble la passation de consignes, la reformulation, comment faire travailler les élèves, est-ce qu'on les met en groupe ou pas, comment on aborde cette notion, que disent les programmes, parce que je parlais aussi de la ligne hiérarchique en tant qu'enseignant fonctionnaire. Oui, on a une certaine liberté, tout à fait, mais on ne fait pas non plus ce que l'on veut, on suit les programmes sur lesquels on travaillera ensemble. Et puis, ensuite, on a bien entendu, même dans les petites classes, un travail peut-être en aval de correction aussi qui se fait de correction des travaux. Et là aussi, c'est important de se dire que le travail des élèves doit être corrigé du cycle 1 au cycle 3 et que de cette correction, et je finis là-dessus, elle sert à tout le monde, à la fois à l'élève, eh bien, vous l'avez vu, vous le verrez aussi en tant que candidat avec quelques années de plus, qu'il y a un certain retour qui se fait sur le travail que vous avez fait, qui sert l'enseignant aussi. Et puis, ça peut permettre aussi, la boucle est bouclée sur l'information au niveau des parents pour qu'ils puissent savoir où leur enfant se situe. Donc voilà, moi pour les éléments, alors bon, je suis un peu, voilà, désolé, j'aurais aimé entrer un peu plus dans le détail, mais voilà, on aura là, j'espère l'occasion d'approfondir ces points-là très prochainement, parce que là, vous me faites presque languir la rentrée. Robin, est-ce qu'il y a, on arrive à la fin, alors je remets, hop, voilà. Alors, moi, ça me permet de compiler les questions qui sont arrivées en attendant le temps que tu projettes la fin du PowerPoint. Voilà. Donc là, voilà, on passe à un temps de questions-réponses avant que je présente un petit peu
la manière dont on accompagne les étudiants, mais ça, je terminerai par ça. Là, j'ai vu qu'il y avait des questions. Euh, la première, Guillaume, nous vient de Sandrine. Alors, on ne voit pas encore le PowerPoint, hein, je ne sais pas si c'est normal. Ah, normalement, je pensais que oui. Attends. Alors. N'hésitez pas à me poser vos questions, comme ça, je les garde en stock. Ah, c'est Voilà. bon. D'accord. Petit Alors, souci Sandrine nous technique. demande, est-ce que chaque professeur des écoles a la possibilité de développer en fait sa propre méthode d'apprentissage, son propre méthode d'apprentissage auprès de ses élèves, suivant aussi l'établissement dans lequel il enseigne, ou est-ce qu'il y a quand même certaines normes à respecter? Et je pense que Sandrine parle plus peut-être de la forme que du fond, puisqu'elle précise hors programme scolaire, bien entendu. Alors, est-ce que, alors, dans le cadre, peut-être, j'entends de votre question, le cadre, enfin, quelles sont les limites, si je la reprends, les limites de la liberté pédagogique? Peut-on, alors, oui, alors, à condition, là, l'élément phare, bien entendu, est le respect des programmes. Donc, ça, vous ne pouvez pas y déroger. Après, dans cette limite, est-ce que je peux faire ce que je veux, c'est-à-dire travailler avec des documents plutôt projetés, plutôt des manuels, peut-être faire lire de telle et telle façon? Alors, oui, dans une certaine limite, vous, pour des pédagogies parfois dites alternatives, je pense notamment à Freinet, là, il y a carrément des écoles spéciales et quand vous participez aux opérations de mutation, c'est explicitement situé. Ça peut être. Alors après, légalement, bon, vous risquez pas la prison, mais ce serait assez embêtant de recourir à une pédagogie complètement, enfin, extrêmement différente de tout le monde, je dirais, dans l'école dans laquelle vous situez, de manière à ce que ça dénote. Donc, vous pouvez dans une certaine limite, mais si après c'est vraiment trop marqué de penseurs, hein, je dis Freinet, Montessori, Steiner, etc. Là, par contre, il y a une limite dans laquelle vous ne pourrez pas aller. J'en profite et je finis là-dessus. Ça fait voilà, une partie de précision sur lesquelles on entrera en détail avec les postes admission. Le conseil aussi que je voudrais vous donner, c'est en arrivant dans une école, de penser, de se laisser le temps de prendre ses marques. Et petit à petit, votre pratique va évoluer, vous allez imprimer, mais faisons attention aux changements que l'on veut apporter comme ça dans une organisation en arrivant. Ça peut être difficile, j'ose pas dire, j'en parle en connaissance de cause, mais voilà, soyons prudents, parce qu'après, quand il y a certains choix à assumer, on est content de l'avoir fait, mais il faut savoir qu'on peut passer comme en avion, par une petite zone de turbulence. On a une question qui est cousine, en fait. C'est la suite. Est-ce que l'enseignant a vraiment le temps de développer une pédagogie active en respectant le programme? Ou est-ce que c'est utopique de pouvoir gérer les deux? En n'étant pas spécialiste de ces pédagogies, je préfère ne pas répondre. Après, je vous dirais, voilà, professeur des écoles, si c'est pour ne pas respecter les programmes, déontologiquement, je ne peux pas vous répondre autre chose. Je pense que dans d'autres pédagogies, on peut y arriver, mais dans la mesure où on est quand même dans une ligne hiérarchique et que on peut ensuite, dans la mesure où on est payé sur de l'argent public, nous demander des comptes, ça me paraît difficile. Restons en tout cas au niveau des cours. On ne peut que vous encourager dans le cadre des programmes. Si là-dedans, vous arrivez à intégrer des éléments de jeu, des éléments coopératifs, et je pense que oui, tout à fait, mais je dirais la base, c'est le respect des programmes. Il faut qu'on parte là-dessus. Dans cet espace, ensuite, vous aurez l'occasion d'évoluer. Laurine qui nous demande, peut-être en projetant aussi sur la formation, ça doit être difficile d'interpréter le programme pour le retranscrire en cours devant les élèves. Y aura-t-il des clés à ce sujet? Je pense que oui. Alors après, sans non plus trop empiéter sur les plates-bandes de mes collègues que vous aurez après dans les autres matières. Mais effectivement, et merci pour votre question, parce que on peut, nous, en tant qu'anciens élèves de l'école donc primaire et puis secondaire, hein, collège et lycée,
avoir peut-être la sensation, à tort ou à raison, que bon, en fait, enseigner, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose d'intuitif. Bon, on parle, les élèves écoutent, prennent des notes, etc. Et on se rend compte, quand on fait un stage, quand on prend un peu en main les choses, que ça ne l'est pas tant que ça. On voit progressivement quand même les éléments positifs qu'on arrive à engranger petit à petit quand on prend la peine de regarder dans le rétroviseur, un peu comme en voiture. Mais c'est parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des choses qu'on acquiert progressivement grâce à notre expérience. Et effectivement, c'est une difficulté, Laurine, que vous soulevez. Et tout, je dirais, l'intérêt de la formation, c'est de vous donner certaines clés, de vous montrer ce que les programmes nous disent, ce que l'on peut trouver comme manuel, et puis pourquoi pas faire la jonction entre les deux pour se demander eh bien, comment est-ce qu'on met ça en place avec les élèves. Et là aussi, ça peut être intéressant de voir d'avoir des points de vue qui convergent sur des éléments de fond, mais qui peuvent diverger sur la forme. On arriverait un petit peu là, et je finis la réponse, peut-être un peu aussi comme des modèles après d'éducation, où il y a des points, où c'est des points de vue qui divergent, mais on arrive là sur un aspect un peu de goût et de couleur. Mais oui, bien sûr, on vous aidera là-dessus. Question peut-être plus prosaïque de Chloé, comment ça se passe après le concours? Quand est-ce que sont annoncées l'école et les niveaux? À quel moment pendant l'été? Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, Chloé continue en demandant s'il s'agit d'une première année de stage, sous quel format. Voilà, en fait, une fois qu'on a le concours, comment ça se passe? Alors, bonne question. À ma connaissance et dans mon académie, donc les choses se trament et sont en passe d'être arrêtées. Tout, encore une fois, donc c'est localisé pour le 15 juin sur Aix-Marseille à définir. Mais ce qui est prévu, c'est que après, une fois le concours en poche, le statut change selon que vous êtes diplômé d'un master MEF ou non. Les étudiants diplômés d'un master MEF ont une formation en quelque sorte post-admission qui continue pendant quelques mercredis, je crois une dizaine pendant l'année scolaire, alors que les étudiants qui ne seraient pas lauréats d'un master MEF auraient une formation à mi-temps, un peu sur le modèle de la promotion qui se termine des anciens lauréats du concours, qui le passaient en fin de M1 et qui en M2 se retrouvaient 2 jours en institut, 2 jours en classe. Donc de manière à ce qu'il y ait cette préparation complémentaire. Donc une fois nanti, une fois lauréat du concours, et là je pense que dans la position qui est la vôtre ce soir, on peut effectivement être focalisé, et ça se comprendrait tout à fait sur la réussite des écrits et des oraux. Ce qui est vraiment important et ce que l'on vous apportera dès la rentrée, c'est une vision de long terme et une vision qui sera récompensée avec un concours qui est devenu professionnalisant, avec notamment des épreuves de leçons à l'oral et pour lesquelles tous les éléments, alors dont j'ai parlé ce soir, sans avoir la prétention que la présentation de ce soir suffit pour tout ça, mais où tous les éléments que vous allez capitaliser progressivement vous permettront, face au jury, de dire, eh bien voilà, sur le sujet, sur telle page d'exercice qui m'est proposé, telle ou telle notion, eh bien voilà comment je l'aborderai dans tel cycle, première étape, deuxième étape, etc. Et les éléments font que le concours, et je finis de répondre ainsi, vous verrez les éléments particuliers avec des choses bien sûr à apprendre, à connaître, mais vous allez voir que progressivement, on va tenter d'élargir, de vous aider à comme acquérir en quelque sorte de la pratique. Et vous verrez que sur la formation et sur le concours, c'est assez particulier. Il n'y aura que vraiment peu de rapport avec ce que vous avez pu connaître dans votre première vie d'étudiant, puisqu'on n'attend pas que vous récitiez, vous sortiez des fiches comme ça par cœur. Lily qui pose deux questions ensuite. Alors, tu parlais de l'oral tout à l'heure. Est-ce que le jour de l'oral, on peut citer des marques de matériaux qu'on va utiliser? Alors, question, alors, je dirais, ça c'est la question piège. Hein. Spontanément, neutralité du service public, normalement non. Maintenant, il y a des marques qui sont tellement passées dans le langage courant
Peut-être, voilà, je vous apprends que Scotch, c'est une marque, par exemple. Bon, la rustine aussi. Bon, sans parler du frigo, qui est le plus connu. Ça me paraît difficile, si vous parlez de Scotch, de chercher à remplacer par ruban adhésif ou sopalin. Bon, je ne vais pas refaire toute la liste, mais de base, donc, normalement, non. Maintenant, on ne viendra pas vous retoquer si vous parlez d'une feuille de papier canson, quoi. Dans la Voilà. mesure du possible, on évite, mais voilà, c'est pas Merci beaucoup. rédhibitoire. Lily nous demande, un AESH est-elle obligée de venir à la piscine? A priori, elle ne serait pas obligée de rentrer dans l'eau. Alors, ça a fait l'objet de débats sur le chat. Guillaume, quelle est ta réponse là-dessus? Alors, obligé de venir, il faut remonter un petit peu, aller en amont, je dirais, sur le statut vraiment précis de cette AESH. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est AESH-I, M ou CO? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est individualisée? Elle doit intervenir vraiment auprès d'un élève en particulier. Est-ce qu'elle est mutualisée? C'est-à-dire, qu'elle doit travailler auprès de plusieurs élèves ou collective pour toute la classe? Alors, pour la piscine, je dirais l'élément de sécurité, elle n'est pas obligée d'entrer dans l'eau, tout comme l'enseignant, à condition, alors que la situation de l'enfant, bah, bien sûr, ne soit pas préjudiciable et lui permette d'évoluer en toute sécurité. Là, enfin, moi, je ne sais pas où vous êtes. C'est Laurine qui posait la question, c'est ça? Non, c'était Lily. D'accord, Lily. Donc, je ne sais pas si après, si c'est de votre cas et par cette chaleur, selon vous êtes, si on refuse un bain, moi, ça ne serait pas le cas. Et je pense que je m'arrangerais pour plonger dans l'eau. Mais non, voilà, comme l'enseignant, pour avoir fait des séances après de piscine, pas d'obligation d'entrer, comme vos collègues quand vous étiez au collège et au lycée, hein, vos collègues de professeurs de PS, très souvent habillés en tenue et pour autant qui ne faisaient pas nécessairement des exercices avec vous, c'est la même chose pour la piscine. Vanessa, alors il reste deux questions, je crois encore. Là, on va aborder le thème des élèves en besoins particuliers, notamment les enfants autistes. Est-ce qu'un professeur des écoles doit suivre une formation spécifique concernant les élèves à besoins particuliers? Alors, Les AVS. pardon, Et Vanessa citait à la fin les AVS. d'accord. C'est une denrée rare. Alors, est-ce qu'il doit suivre une formation? Alors, techniquement, enfin, non, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que au niveau de la formation, c'est un thème qui est abordé? Nous, alors, au niveau on a prévu une intervention, nous, là-dessus, l'information sur les élèves éducatifs particuliers, parce que on en trouve. Alors, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Ou est-ce qu'on met plus la focale sur ces éléments? Bon, on aura l'occasion d'échanger, mais c'est dans tous les cas bien si vous êtes dans une formation qui ne vous y prépare pas, très intéressant de savoir un petit peu ce que c'est, ce qu'il en est, parce que derrière l'acronyme, il y a tout un tas d'éléments qui sont particuliers, qui sont singuliers, comme on dirait les enfants. Bon, eh bien, comment travaille-t-on avec un enfant? Peut-être se dire ça dépend de l'âge, ça dépend de la matière, ça dépend de tout ça. On pourrait faire le même parallèle avec les EBEP en fonction des différentes pathologies, en fonction des relations aussi avec donc AVS, AVSH. Mais attention, ne confondons pas, ne ramenons pas de trait d'égalité entre EBEP et élèves en situation de handicap. Ce sont des éléments que voilà, j'espère nous vous aideront à distinguer. Alors, il nous reste deux questions. Est-ce qu'on pourra être rémunéré en Master 2 si on est admis au CRPE et qu'on possède déjà le Master 1 même? Master, donc vous avez le Master 1MEF, donc ça veut dire que vous allez avoir un autre Master 2. Alors peut-être qu'on va demander à Élise de préciser sa question et je vais te poser celle de Lily en attendant. D'accord. Lily, donc Élise n'hésite pas à préciser la question pour qu'on puisse y répondre. Lily nous demande si un parent n'est pas d'accord avec notre apprentissage en histoire, on peut lui proposer de venir au cours. Comment procède-t-on? Est-ce qu'une autorisation du directeur est suffisante?
Alors, ça m'embête de répondre parce que ça fait partie des situations que qu'on pourra être amené à traiter ensemble, soit en live class, soit en atelier, soit au niveau des oraux. Alors bon, ça m'embête un peu, mais comme j'ai commencé à sourire et que bon, j'ai un petit peu le temps, je commence à répondre. Et puis, alors, il faudrait retenir le prénom, Robin. Comme ça, si je repose cette question à la candidate, je lui dirai, attention, c'est vous qui avez posé la question le 15 juin. D'accord, je retiens Lily. Alors, plus sérieusement, si un parent n'est pas d'accord, et encore une fois, hein, là, c'est une multitude de situations, mais dans la mesure où vous vous appuyez sur les programmes, et quelque part, ben, j'ai peut-être bien fait de déminer, si je puis dire, là-dessus, vous vous appuyez sur les programmes en tant que fonctionnaire, eh bien, on ne peut rien vous dire. À l'inverse, si jamais vous choisissez un enseignement folklorique, et je ne résume pas les pédagogies alternatives à du folklore, je grossis le trait forcément, on apprendra à se connaître là-dessus. Si vous n'êtes pas dans les clous, si vous faites du hors-programme, là, c'est très difficile et en cas de pépin, vous serez un peu seul pour vous défendre. Si vous êtes dans les programmes et qu'un parent n'est pas d'accord, il n'a rien à dire. Donc, c'est le petit 1 pour être assez direct. Et puis petit 2, vous n'allez pas lui demander, vous n'allez pas lui proposer d'assister à votre cours, de demander au directeur une autorisation. Non, non, non. Je finis et là, bon, je suis un peu court et peut-être voilà, un peu direct, mais le parent n'est pas d'accord. Eh bien, écoutez, on va en discuter, mais dans tous les cas, non, non je ne change pas. Que ce soit ça, se mélanger avec les filles et les garçons, pour aller visiter la mosquée, non, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je développerai plus tard, hein, je suis désolé, mais sinon, on explose le temps. Mais vous avez déjà les éléments de réponse. Les parents sont non pas à être d'accord ou pas d'accord, vous êtes protégé par les programmes et ils ne viennent pas assister au cours, vous n'avez pas besoin de leur avis là-dessus. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, Élise qui nous précise, les alternatives ne sont pas forcément synonymes de hors programme, mais je crois que tu as fait la distinction. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, on est d'accord, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas forcément synonyme, on est tous d'accord là-dessus. Merci. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, Arthur qui précise peut-être la question oui, pour la rémunération. Et ensuite, on basculera sur la présentation de la préparation. Très bien. Arthur, nouveau venu chez nous d'ailleurs depuis ce soir, donc bienvenue Arthur. D'accord. Préparation. Hâte de commencer avec toi. Je pense que la question était pour ceux qui passent le concours de CRPE pendant le Master MEF en M1, alors qu'en principe, c'est désormais en Master 2. Donc, je suppose que déjà titulaire d'un M2 ou troisième concours. Est-ce que tu veux que je lise plus lentement, peut-être? D'accord. Oui, peut-être. Je pense avoir saisi, mais… Alors, Arthur dit, je pense que la question était pour ceux qui passent le concours de CRPE pendant le Master MEF en M1, alors qu'en principe, c'est en Master 2. Est-ce que ces gens-là sont rémunérés en Master 2? Dites-moi, Arthur, si c'est bien ça. Donc c'est bon, voilà, j'espère pour avoir la réponse à la question. Et vu que c'est la dernière, avec un nouveau venu, voilà, je voudrais éviter de répondre à côté. Alors effectivement, de bien savoir, bien être au clair, peut-être en amont, si donc techniquement vous pouvez. Moi j'ai une étudiante qui a pu passer les écrits en étant en M1. Être sûr que légalement, je dirais, ça va passer après. Parce que voilà, il ne faudrait pas qu'en passant entre les mailles du filet, vous ayez pu concourir et éventuellement réussir le concours et pour lequel on vous demandera de valider le M2. Donc, si vous l'aviez déjà avant et que ça passe, on n'a plus qu'à croiser les doigts. Au niveau du M2, est-ce que vous êtes rémunéré? Pour l'instant, tout dépend. Deux cas de figure. Donc, alors, si le concours est réussi, et si vous êtes stagiaire, vous serez rémunéré parce que vous serez professeur des écoles stagiaire. Après, ce qui peut être particulier, c'est que dans la mesure où vous êtes donc en M1 MEF, la question par rapport à la présentation que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que vous êtes titulaire d'un master MEF, oui ou non? Vous êtes dans une vision un peu arborescente des choses dans la perspective du non. Donc, vous devrez faire partie de ceux qui suivent une sorte d'alternance. Et donc là, oui, en étant stagiaire, vous devrez être rémunéré. Ensuite, pour les M2, et peut-être je finirai là-dessus parce que ça peut intéresser aussi les potentiels M2 pour l'an prochain, tout dépend si vous êtes alternant ou pas.
si vous êtes alternant, si vous avez une classe en responsabilité à tiers-temps, là oui, vous êtes rémunéré puisque vous êtes contractuel tiers-temps alternant, CTTA. Sinon, si vous vous suivez un stage, vous êtes en SOPA, stage d'observation et de pratique accompagnée, à ce compte-là, vous n'êtes pas rémunéré. J'ai répondu, Arthur, à votre Ouais, question. je laisse Élisée et Arthur nous confirmer que c'était bien la réponse à la question. Peut-être qu'on va enchaîner du coup, pour ne Allez, pas prendre trop de temps à tous tout les à fait. candidats. Alors, je termine en 5 minutes parce que c'est vrai que Guillaume, notre professeur, a fait beaucoup de projections et c'est normal. C'est son métier tout au long de l'année dans la préparation avec nous. Donc, c'est peut-être aussi le moment de vous en dire un petit peu deux mots. Surtout que je vois quelques-uns, notamment Arthur, le dernier venu de nos étudiants cette année. Donc, ça permet aussi pour eux de savoir comment ça va se passer. Alors, avec Vocation CRPE, donc on a mis en place un parcours pédagogique en 3 temps. L'idée, de toute façon, l'avantage d'une préparation, c'est aussi de vous aider à vous organiser. Voilà, donc on joue en plus le rôle de diffuseur de savoir, d'aide à l'organisation. Donc, du coup, on a un parcours. Le premier parcours, c'est de la remise à niveau dans les matières principales des écrits, mathématiques et français, en mettant en place quand même des premiers éléments didactiques qui nous serviront surtout pour les oraux sur ces deux matières. Deuxième partie, vous aurez ensuite des vidéos d'approfondissement dans toutes les matières. Et d'ailleurs, ceux qui s'inscrivent maintenant ont le temps 1 et le temps 2 en même temps, à la fois la remise à niveau et l'approfondissement. C'est un petit peu la base, en fait, pour pouvoir suivre sans trop de difficultés la partie 3, qui est en fait le reste de tout le parcours pédagogique avec des cours en direct. Vous en aurez entre 1 et 2 par semaine, disponibles en replay, évidemment. Des concours blancs dans chaque matière, des devoirs dans chaque matière, donc à la fois de la théorie et de la pratique, sachant que les cours vont permettre à la fois de faire de la théorie et de la pratique. Guillaume en parlait tout à l'heure dans l'épreuve de motivation. On fait aussi des simulations. Vous aurez accès à une plateforme d'entraînement de maîtrise de la langue française, puisqu'on a un partenariat avec le certificat Voltaire, et évidemment, vous ferez des simulations orales. Donc ça, c'est la partie académique, pédagogique qui est importante. Mais je pense que vous savez tous et toutes que réussir un concours, ce n'est pas uniquement avoir une tête bien pleine, c'est aussi être bien dans sa tête, bien dans son corps, tout au long de l'année. Et c'est pour ça que on a mis en place au fur et à mesure des années un espèce de suivi para-académique des étudiants qui permet en fait de suivre l'étudiant tout au long de l'année, le candidat plutôt, pour vous. Donc ça va de la prise de contact téléphonique dès l'inscription. Par exemple, je sais que Marianne va appeler Arthur, je crois, vendredi pour lui souhaiter la bienvenue et lui permettre de prendre un petit peu en main la plateforme de e-learning. Vous aurez des live classes d'accueil alors là, c'est plus collectif, mais vous rencontrerez l'ensemble de notre équipe pédagogique en interne pour vous présenter l'Institut, les équipes et vous projeter dans l'année aussi, évidemment, répondre à vos questions. Et puis, cette live class d'accueil va se dupliquer en live class de suivi tout au long de l'année. En plus de vos cours pédagogiques, vous aurez donc avec Lina Ajoui, notamment notre directrice pédagogique, des live classes où on parlera pas de français, pas de maths. On parlera juste de vous. Comment vous vous sentez, de quoi vous avez besoin, où est-ce que vous avez du mal à progresser. Peut-être aussi des fois tout va bien, ça arrive, heureusement. Mais voilà, ce sera un moment d'échange entre nous, évidemment, même si ce n'est pas le seul. Et puis voilà, de manière générale, on s'engage évidemment à avoir une disponibilité et une réactivité importante parce que moi, j'ai passé des concours, tout le monde a passé des concours, vous en passez cette année, c'est important de ne pas se sentir seul. Quelques petites choses qu'on essaye aussi de mettre en avant. Alors, je crois que voilà. Ce qui est important, et je parle notamment à ceux qui nous rejoignent, qui nous ont rejoints, on a quelques engagements forts. Donc, vous parlez d'accompagnement, c'est aussi parce que on n'a pas et on ne veut pas des centaines et des centaines d'étudiants, parce qu'après, on part du principe qu'on peut moins bien s'en occuper. Donc, on préfère avoir des promotions, ce que nous, on appelle la taille humaine, c'est-à-dire tout simplement des promotions qui nous permettent de connaître tout le monde. Une équipe pédagogique voilà, qui donne des cours, mais qui fait aussi des petits cours gratuits, comme Guillaume l'a fait, pour vous donner des informations, mais aussi vous donner envie de vous projeter dans ce métier. Et d'ailleurs, on a un prochain cours gratuit, parce qu'on a toute une série de cours gratuits
qui sera le 27 juin. Cette fois, c'est notre professeur Elsa qui le fera. Et on parlera cette fois de la préparation du concours pendant l'été. Donc, je vous parlais du parcours progressif, des cours en direct chaque semaine. On a la possibilité aussi, pour ceux qui le souhaitent, qui ont la possibilité de faire un stage, de conventionner ce stage. Si vous avez une école qui peut vous accueillir pour un stage pratique, nous avons la possibilité de vous conventionner, de vous permettre en fait de faire ce stage de 6 semaines. Et puis pareil, Guillaume en parlait tout à l'heure, dans notre préparation, on inclut le passage du CFE, mais on inclut aussi la prise en main d'une classe pendant la première année, l'année de titularisation. C'est ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement post-admission. C'est-à-dire que vous allez avoir des cours après votre réussite au concours pour vous permettre qu'on puisse vous donner encore des éléments, cette fois pas directement sur le concours, même si le concours est très professionnalisant, mais sur concrètement comment prendre en main une classe. Et aussi, c'est le moment de pouvoir répondre à des difficultés précises que vous avez eues pendant votre prise en main des classes. Et Laurine me demande si l'accompagnement se fait sur toute la première année. Alors, elle se fait effectivement sur toute la première année, mais notamment sur le premier semestre. Je pense que tu peux passer, voilà. Et puis, ce que je voulais mettre en avant, et j'ai bientôt terminé, et ensuite, je vous libérerai, promis. Donc, évidemment, on a voulu, et notre petite ancienneté le permet, de garder que les professeurs qui apportaient une réelle plus-value. Guillaume parlait tout à l'heure de plus-value, c'est un petit peu l'objectif, et ça se transcrit par des résultats au concours dont on est fier. Un petit peu plus de 7 étudiants sur 10 en 2021. Alors, on n'a pas encore les résultats de 2022. J'en suis désolé, on les mettra à jour dès qu'on les aura. Mais voilà, on est autour de 2 étudiants sur 3 chaque année pour les étudiants, évidemment, qui vont jouer le jeu, les étudiants qui sont venus en cours et qui ont rendu les devoirs, les étudiants qui ont passé le concours dans des conditions normales. Et puis, je vais enchaîner sur le financement. Tu peux avancer, Guillaume, aussi. Voilà, il y aura plusieurs possibilités de financement pour rejoindre notre préparation. Alors, la première que je veux mettre en avant, c'est le financement externe, notamment le CPF, puisque c'est le moyen de financement qui est utilisé par les étudiants. Nous, par le partenariat avec le certificat Voltaire, on a eu la possibilité de mettre pour certaines de nos formations un financement possible à 100% de notre préparation. Donc, on a une formule pour les écrits qui a 1 300 € sur le CPF, une préparation pour les écrits et les oraux qui a 2 400 €. Donc, si vous avez le montant du CPF, ça ne vous coûte rien. On vous accompagne aussi sur d'autres financements externes. Je pense à Pôle emploi qui accepte de plus en plus de dossiers chaque année. On a été surpris, mais on en voit de plus en plus. La région et puis aussi l'entreprise employeur, notamment dans le cadre de départ anticipé. Et puis pour les personnes qui auraient besoin d'autofinancer toute ou une partie de la formation, notamment si le CPF ne couvre pas tout, nous avons des facilités de paiement en plusieurs fois. Alors malheureusement, quand c'est un reste à charge du CPF, c'est en une fois. Mais pour ceux qui sont en autofinancement total, vous pouvez payer jusqu'en 10 fois. On peut même faire des exceptions en 12. Et puis pour ceux pour qui le tarif poserait problème en autofinancement, on a un dossier égalité des chances qui vous permet de solliciter une réduction des frais de formation. Ce n'est pas systématique, on vous demande de nous envoyer, de justifier la demande, c'est normal parce qu'on vous offre une partie de la formation, mais n'hésitez pas à nous l'envoyer, on l'étudie toujours avec soin. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir votre compte personnel de formation puisqu'on a réussi justement à travailler pour faire en sorte que les organismes certificateurs puissent nous permettre de valider un financement à 100% par le CPF de notre préparation. Profitez-en, évidemment. On espère en tout cas que ça vous a aidé. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je crois que Guillaume aussi. J'espère que vous aussi. Oui, merci. Jusqu'à fin juillet, toutes les 2 semaines, on va faire des lives réguliers. Donc là, on va parler de révision pendant l'été. Ensuite, on va parler de mathématiques, on va parler de didactique aussi début juillet, cet art d'enseigner justement. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site, à vous inscrire directement sur nos réseaux sociaux. On espère vous revoir évidemment tout au long de ces petits cours gratuits qu'on va donner. Et puis, dans notre formation, évidemment, pour vous accompagner dans votre objectif. Je voyais que Vanessa, tout à l'heure, dans son chat, disait qu'elle rêvait d'une école maternelle. Voilà, si on peut vous accompagner dans cet objectif qui est
un bel objectif, et j'en parle en connaissance de cause, parce que c'est le métier de mes parents aussi, eh ben, on le fera avec plaisir. Je remets dans le chat un lien pour prendre rendez-vous avec Mélina si vous avez des questions sur votre situation CPF, sur l'académie, sur je ne sais pas quoi. Et puis, je vous souhaite en tout cas une excellente soirée. Merci à tous. On espère que tout ça vous a été utile. À bientôt. Merci, au revoir à tous.